Bonjour tout le monde, nous allons parler dans ce vlog de Ghost in the Shell, réalisé par Rupert Sanders, remake du film d'animation et de la série et des séries d'animation Ghost in the Shell japonaise, avec Scarlett Johansson dans le rôle principal cette fois-ci. L'histoire est celle du Major, plus Kusanagi, mais Major tout court, qui est de la première cyborg du monde, le premier cerveau humain dans un corps entièrement cybernétique et donc exploitant au maximum les possibilités de la mécanique et des extensions d'êtres humains, avec un cerveau entièrement humain. On est dans un futur où tous les humains sont augmentés, où on a des yeux spéciaux, des foies qui digèrent mieux, des trucs dans ce genre-là. Et alors qu'elle entre en fonction, elle est confrontée à un nouveau terroriste qui est en train de hacker plusieurs êtres humains, a priori pour pouvoir en retirer des informations, et tous ces êtres humains sont des employés de la compagnie qui a créé le Major, donc il y a forcément quelque chose qui est lié à elle quelque part dans tout ça, puisque tout ça la poursuit un petit peu, et beaucoup de liens vont se créer entre son histoire à elle et cette histoire de terrorisme. Il y a deux cas de figure dans le cas de Ghost in the Shell, soit vous connaissez déjà ce qui est à l'origine, soit vous le connaissez pas. Si vous le connaissez pas, je pense que c'est le meilleur truc, parce que le film va être entièrement neuf pour vous, et vous allez découvrir tout un univers qui est assez extraordinaire, qui est très inventif et créatif, si vous n'avez jamais vu l'original. Si vous avez déjà vu l'original, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, en particulier dans le rendu visuel, mais certaines choses dans l'histoire également qui ont été modifiées. Donc du coup, vous allez avoir certaines choses qui vont différer. Mais grosso modo, ça reste l'histoire que vous connaissez, et je vous avoue que c'est ça qui m'a un peu dérangé moi perso, c'est que j'aime beaucoup Ghost in the Shell, au point d'avoir essayé de trouver un Blu-ray avec la version normale et pas la version 2.0 de merde où Mamoru Oshii s'est amusé à refaire tous les effets spéciaux du truc et à foutre de la 3D partout alors que c'était de la très belle animation. Et donc voilà, j'ai réussi à trouver une version qui est pas refaite. Donc j'aime beaucoup le dessin animé d'origine, et je connaissais la plupart des choses que j'ai vues dans le film. Et ce que le film propose en plus est quelque chose d'assez basique finalement. Je trouve même qu'adapter l'univers de Ghost in the Shell à cet univers un peu américanisé, du coup quelque part avec ses acteurs, d'un côté plus Blade Runner que Ghost in the Shell. Cela dit, il y a quand même des ajouts intéressants qui vont vous prendre. Moi, la fin m'a beaucoup plus pris que le reste du film. Le reste du film m'était assez familier du coup, donc forcément c'était compliqué de rentrer dans certaines scènes parce que je les avais déjà vues et je savais où elles menaient. Mais dans d'autres cas, je suis complètement rentré dans le truc, et la fin en particulier a été suffisamment changée pour que les enjeux de la fin soient assez forts, même pour quelqu'un qui n'a pas vu la série d'origine. Donc voilà. Avant de rentrer dans le détail, c'est pas si grave que ça, ce qui se passe autour de Ghost in the Shell, parce que justement, il y a déjà eu plusieurs versions au Japon déjà, et il y a déjà eu un réalisateur pour foutre le bordel dans sa propre truc et foutre des trucs bizarres dans son propre film d'animation. Donc ça arrive déjà régulièrement, et ça se fait de réadapter cette histoire et de la refaire et de repartir à zéro et de la modifier un petit peu. Finalement, cette modification américaine n'est pas si atroce que ça. Et il y a un truc je vais encore passer pour un fumier, mais il y a une réalité qui me paraît étrange, c'est que ce film Ghost in the Shell sort, et tout le monde gueule en disant « Ah, le casting est pas japonais », alors que ça vient du Japon. Bon, alors déjà, c'est une machine, ça peut être ce qu'on veut, à la limite. Hein. Mais effectivement, il s'appelle Kusanagi, en même temps, le film d'animation se déroule au Japon, c'est normal de leur donner des noms japonais. Mais c'est assez drôle d'accuser un film japonais ou asiatique, enfin un remake d'un film japonais ou asiatique en général, de whitewashing, quand on sait que s'il y a bien un film dans lequel vous verrez jamais une autre ethnie que celle de son pays d'origine, c'est les films asiatiques. Je sais pas si vous avez déjà vu un black dans un film coréen, si vous avez déjà vu un rebeu dans un film japonais, mais alors, je vous invite à chercher. Donc c'est assez drôle quand même de voir que Hollywood se ramasse de la merde dans la gueule pour simplement avoir fait un film avec ses acteurs à lui. C'est Hollywood qui achète le film, qui refait le film, il veut mettre ses acteurs à lui, alors il peut mettre des acteurs asiatiques bien sûr, mais il se trouve qu'ils ont mis une actrice bankable, les actrices qui sont qui marchent le mieux à Hollywood. Et si c'était à l'inverse, personne ne gueulerait de voir un film japonais arriver avec que des personnages japonais dans le film. Donc, il y a des trucs assez étranges à ce niveau-là, et je me pose absolument pas la question, c'est pas le problème, d'autant que justement le film déjà traite ça plutôt bien. Par exemple, tous les acteurs japonais dans le film parlent japonais. Pas certains. Bon, Kitano, parce que Kitano veut pas parler américain quand il joue. Donc évidemment, lui, il joue en japonais, mais ça respecte du coup une certaine logique de l'univers, parce qu'il y a tous ces trucs qui permettent de traduire automatiquement, de se communiquer par la pensée et de faire des choses dans ce genre-là. Toutes ces augmentations mécaniques qui font que ça paraît cohérent qu'à peu près n'importe qui puisse vivre n'importe où, parce qu'a priori, oui, il doit bien avoir un truc qui permet de traduire, faire des trucs. Donc ce serait pas surprenant
que des Européens et que des Américains et que des étrangers en général soient arrivés en Asie. Le film se déroule, me semble-t-il, à Tokyo, en principe. Donc voilà, en ce qui concerne l'adaptation, je pense que c'est vraiment un faux débat. La seule question, c'était qu'est-ce que le film peut apporter lui-même en tant que film, parce que c'est le syndrome Belle et la Bête qu'on a eu la semaine dernière. C'est-à-dire que autant il y a des choses réinventées, autant il y a des plans qui sont des copies exactes des plans en particulier du film de Mamoru Oshii. Les plans où elle se réveille à la fenêtre, le plan de la construction, tous les plans de la construction au début, toute la scène de l'attaque quand elle poursuit les boueurs. Donc vraiment, il y a des grosses reproductions, et en plus quand ils les reproduisent, c'est-à-dire même au rythme. Et je dois dire que, pour essayer de rentrer un peu dans le détail, là ça y est, on va commencer dans le détail, grosso modo, j'aime bien le film, mais alors Scarlett Johansson maîtrise le rôle à la perfection. Elle arrive à jouer ce flegme et cette noblesse et cette dureté et en même temps cette humanité japonaise, tout ça en même temps dans un corps mécanique. Elle est incroyable, et donc dans ces plans comme ça où on refait les scènes du dessin animé, elle a les mêmes mouvements que le personnage du dessin animé. C'est absolument dingue. Parce que vous savez, il y a ce plan donc, où on a la musique ouf de Ghost in the Shell original, celui de Mamoru Oshii, et elle est devant sa fenêtre, il y a juste un contre-jour, il y a juste la fenêtre qui est éclairée, tout le reste du décor est noir, et elle est de profil, et elle se lève comme ça, et avec les mains derrière elle, et elle a le même mouvement, mais au millimètre. C'est dingue. Elle le reproduit, mais c'est absolument fou. Donc, je dois dire que je suis tout à fait satisfait du choix de l'actrice. Ils ont pas finalement, je pensais que ce serait le principal intérêt, c'était de la foutre à poil pendant tout le film, et au final, on s'en fout parce qu'elle est clairement pas à poil, c'est clairement un corps mécanique, et il y a clairement des parties visibles, il y a clairement des machins, donc c'est pas du tout sexualisé à mort comme j'aurais pu le croire. Donc ça marche vraiment plutôt bien. Et un autre mec qui m'a particulièrement marqué en tant que dans son rôle, c'est Michael Pitt dans le rôle du méchant, qui hélas n'est pas le Puppet Master, et j'aurais adoré que ce soit le Puppet Master, mais il est quand même très inspiré du Puppet Master. Et Michael Pitt a réussi à jouer en synthétiseur vocal. Je sais pas comment il s'est débrouillé, parce que vous savez, les synthétiseurs vocaux, il y a toujours un truc qui trahit le synthétiseur vocal parce qu'il y a aucune émotion, tout sort sur la même ligne, sur la même émotion. Et Michael Pitt arrive à parler exactement comme ça. Vous écoutez attentivement sa façon de parler dans le film, vous avez l'impression que c'est un synthétiseur vocal qui part à sa place, mais c'est bien Michael Pitt. Et du coup, quand il doit y mettre des émotions, des choses genre là, c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'il arrive à modifier une voix comme ça, de synthétiser pour réussir à en faire un truc plus ou moins émotionnel. Et je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il s'est très très bien débrouillé. Au niveau des performances d'acteurs, il y a quand même des trucs qui sont assez ouf à ce niveau-là pour les personnages. Et donc il y a un casting international, et comme d'habitude, la surprise de Juliette Binoche qui débarque toujours comme ça à l'improviste dans des films américains, et on comprend jamais ce qu'elle fout là. Au début de Godzilla, c'était pareil, on démarre le film, mais c'est Juliette Binoche, mais qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Et là, d'un seul coup, pareil, elle joue la scientifique qui a créé le Major, qui s'appelle, alors, je sais pas si c'est son nom d'origine dans l'anime, mais elle s'appelle Owlette, un truc dans ce genre-là. Enfin, et je suppose qu'ils ont dû trouver que ça sonnait un peu français, et du coup, ils ont été chercher Juliette Binoche. Mais ce choix du coup de casting international marche vachement bien parce qu'il y a quand même énormément d'acteurs asiatiques puisqu'on est dans une ville asiatique à la base, mais effectivement certains autres rôles sont joués par des Européens, et toujours dans des cas où c'est logique. Je veux dire, par exemple, Batou. C'est très à la mode chez les Asiatiques d'avoir les cheveux blancs, par exemple. Mais généralement, quand t'as un boulot super noble, t'évites, genre flic, t'évites d'avoir ce genre de particularité. Alors que prendre un Européen qui sans doute a les cheveux de base gris déjà à son âge, mais qui peut-être a pu les colorer, un truc dans ce genre-là, je trouve que ça colle mieux au personnage que d'avoir foutu un Asiatique là-dedans. Je trouve un Japonais aurait été beaucoup plus noble et se serait pas permis ce genre de fantaisie. Et ça aurait fait un truc qui passait bizarrement pour Batou. Donc je trouve que le choix des acteurs dans chaque rôle reste cohérent et intéressant avec le personnage qu'ils sont en train de jouer, et reste très bien exploité. Et d'ailleurs, pour finir d'en parler, donc il y a énormément de respect et d'inspiration du coup de l'animé d'origine. Si vous n'êtes pas au courant, au Japon, les doubleurs de l'animé d'origine doublent le film. Donc il y a vraiment un très gros respect là-dedans. Le changement du Major, par exemple, est utilisé dans le film. Il y a un point qui est important à ce niveau-là dans le film, et qui est plutôt bien trouvé, et qui presque est contre le film lui-même, ce que je trouve assez original et plutôt bien fait. Et globalement, il y a quand même énormément d'allusions à l'original, y compris des petites astuces. Par exemple,
Si vous avez déjà vu plusieurs films de Mamoru Oshii, vous savez qu'il y a un chien qui revient tout le temps dans ces films. C'est l'espèce de, je sais pas comment ça, je crois que c'est un basset. Vous savez les chiens avec les grandes oreilles, les chiens saucisses là. Et du coup, il y a ce chien qui revient à 2 reprises. Il y en a un en hologramme et il y en a un qui est clairement un chien dans la rue. Et donc c'est intéressant de voir qu'ils ont été faire cet effort-là jusqu'à cet effort-là, quoi, d'aller chercher. Tiens, c'est vrai qu'il y a Mamoru Oshii qui a fait une des versions, même pas toutes les versions, mais une des versions. On va lui rendre hommage en mettant son chien emblématique dans le film. Je trouve que on sent quand même qu'il y a un beau respect du matériau d'origine dans ce film. Ils ont fait leur maximum pour bien l'adapter à l'écran. La 3D passe bien, même si elle est un peu plate, mais il y a des trucs intéressants, il y a des profondeurs en 3D. Ce qui marche pas, c'est 2 choses à mon avis. Premièrement, je trouve que les images sont beaucoup trop pleines, beaucoup trop remplies. Et il y a énormément d'informations à lire entre les décors eux-mêmes, les personnages qui sont dedans, et si jamais il y a un hologramme, s'il y a un machin qui vous capte, si vous voulez regarder vite fait, on n'a pas du tout le montage à la Mamoru Oshii qui va vous foutre d'un seul coup 5 minutes avec juste de la musique et des plans d'illustration de la ville, juste pour vous faire de l'ambiance, qui était magnifique. Il y a plein de gens qui pensent que je supporte pas les films lents, mais les films de Mamoru Oshii, c'est quand même des films particulièrement lents, et justement, tous ces plans-là manquent à ce film. Parce que tout passe bien, mais il manque un peu d'âme. Il manque un petit peu de... Ça reste de base un film, grosso modo, thriller d'action, avec un sous-texte un peu spirituel et un peu intéressant, parce qu'on parle beaucoup de transhumanisme et de ce qu'est un être humain. Mais grosso modo, ça reste un film d'action. Et ces plans extrêmement larges et extrêmement chargés apparaissent assez rapidement à l'écran. Ce qui veut dire qu'on n'a pas assez l'occasion d'en profiter. Par exemple, j'ai finalement autant d'informations visuelles sur cette ville avec le film entier qu'avec les bandes annonces presque. C'est-à-dire que cette magnifique recherche, ce magnifique design dans les décors, dans l'environnement, dans la ville, dans les paysages, etc., on peut pas l'apprécier parce que les plans passent trop vite. Le montage est trop rapide et pourtant il est quand même assez lent par rapport à un film habituel de ce genre et de ce registre. Mais malheureusement, toujours trop rapide pour profiter vraiment des images. Et c'est ça, à mon sens, qui gâche un petit peu, en tout cas la première moitié du film, c'est-à-dire celle où ceux qui connaissent déjà le scénario s'en foutent et auraient préféré savourer l'ambiance plutôt que le scénario. Quand on va arriver à la fin et que le scénario devient plus inconnu pour les fans et qu'on va découvrir un peu plus certaines scènes, même si ça reste léger, hein, mais il y a quand même des enjeux qui sont neufs et qui sont nouveaux et qui sont ajoutés. Et donc, jusqu'à ce qu'on arrive là, il n'y a pas l'ambiance qui permet de rentrer dans le film, même si à la fin on est dedans et que tous les enjeux marchent bien, etc. Quand on l'a déjà vu, le début est plus chiant à passer parce que voilà, il manque tout ce beau travail sur les environnements et qui sont importants aussi parce que est-ce que cette machine arrive à apprécier cet environnement aussi, quoi? Est-ce qu'elle l'apprécie ou est-ce qu'elle l'apprécie pas? Qu'est-ce qu'elle trouve de bien dedans? C'était important de montrer cette ville aussi et de montrer cette ambiance et de montrer le Major par rapport à la ville parce qu'elle était toujours très séparée de la ville. Elle était moins active, moins vivante, moins colorée. Il y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient intéressantes et qui, du coup, disparaissent un petit peu avec ce truc-là. Et malheureusement, c'est con parce que le principal intérêt de ce film, basé sur quelque chose de très graphique, était de faire un film très graphique et très visuel. Et il y a des bonnes idées, malheureusement la plupart déjà vendues par les bandes annonces, mais tant pis, hein. Mais toutes ces grandes salles avec des câbles partout et des machins, c'est des trucs qui sont très très bien, mais qui malheureusement ont pas trop pu passer. Il y a par exemple la scène de hacking qui est plutôt jolie. L'idée, c'est que donc elle plonge dans la conscience d'un cyborg et donc du coup elle arrive dans un espèce d'univers et elle va se faire pirater en arrivant dedans et le piratage est symbolisé par des tas de gens qui sont des tas de formes noires et un peu gluantes qui sont en train de l'accrocher et d'essayer de l'amener avec elle et avec eux et de la faire sombrer, etc. et de la tirer vers un fond sombre. Et c'est très joli et ça marche super bien, mais le problème c'est que bah ouais, si vous avez déjà vu un peu de bande-annonce, vous avez déjà vu cette image et elle dure pas assez longtemps dans le film pour vous marquer plus que quand vous l'avez vu dans la bande-annonce presque. Ce qui est dommage, vraiment, parce que là on est dans le film et on pourrait y aller. C'est-à-dire, je pense qu'il a coûté super cher parce que le nombre de trucs cachés dans ce film. Et donc du coup, c'est un peu dommage. C'est un peu con d'avoir autant de belles recherches, autant de beaux visuels et autant de beaux décors. Et au final, de pas vraiment les apprécier. Le décor qu'on voit presque le plus, c'est un moment où ils sont autour d'une cellule de prison qui est juste un cube en verre avec un peu de néon blanc au-dessus et en dessous, et c'est le décor qu'on peut apprécier le plus longtemps au final. C'est un peu dommage, c'est un peu du gâchis quand même. C'est un peu con.
Puis ouais, peut-être dans les derniers plans pas terribles, il y a des plans aériens sur la ville et ils sont trop en mouvement et ils bougent trop et ils vont trop sous les ponts et les machins et il y a un côté très attraction de Disney, quoi. Ça fait un peu montagne russe qui sont en train de se promener au milieu de la ville et regardez comme c'est joli et ça brille et machin et regardez le décor et regardez bidule. C'est un peu dommage. Pour ce qui est des thèmes et de la profondeur, ça reste tout ce qu'il y a dans Ghost in the Shell et ils peuvent pas aller vraiment au-delà parce que si on pose pas les questions du transhumanisme avec ce film-là, il y a aucun film presque qui serait intéressant pour les poser. Donc ils sont restés sur ces questions-là de base et sur la question de qu'est-ce qui fait un humain, est-ce que ce sont nos souvenirs par exemple, c'est la question du film, ou est-ce que ce sont nos choix, et tout ce genre de questionnement qui passe bien, mais qui a un côté plus gentillet que dans la version japonaise, comme s'ils osaient pas aller jusqu'au bout. Je saurais pas vous dire exactement en quoi je ressens ça, ce qui m'a fait ressentir ça. Mais il y a un léger recul, on essaye de pas aller aussi loin, ou de pas montrer les mêmes choses, ou de même d'ailleurs, le gore a complètement disparu, parce qu'il y avait quand même pas mal de sang dans l'animé d'origine aussi. Et comme c'est un film américain, probablement fait, j'ai même pas vérifié, mais c'est sans doute du PG-13 ou du tout public. Donc évidemment ils ont fait le minimum de sang possible et il y a plus du tout ce côté un peu sanguinolent qui pouvait y aller dans l'ancien et qui aurait pu être là parce que tout le côté prothèse, augmentation, ça peut permettre du coup de faire des trucs particuliers, mais non, ils ont fait en sorte que ce soit toujours bien propre et toujours bien machin. C'est un petit peu le souci aussi, c'est intéressant quand on fait un film sur l'humain d'assister à ce point sur le sang et la faiblesse du corps humain. C'est un truc, ça vient de me marquer à quel point c'est important en fait dans l'animé. En train de vous en parler, vous voyez, c'est important de parler des choses. Et c'est important de montrer des êtres humains en train d'exploser à chaque fois qu'ils se prennent une balle et d'avoir des muscles qui explosent et du sang et du machin et des os qui craquent et des bidules. Quand on est sur un truc avec, voilà, elle est dans un corps métallique, elle peut se prendre plein de coups et plein de machins et il lui arrivera jamais rien, etc. Et du coup, ça pose la question de l'humanité. Est-ce que l'humanité devrait rester dans un corps humain aussi fragile ou est-ce qu'elle doit aller vers un corps beaucoup plus résistant et presque accéder à une vie éternelle? C'est le genre de questions intéressantes à poser, et quand on retire le gore, on retire cette prise de conscience sur le corps humain et sur ce que ça peut apporter d'intéressant au film. Donc voilà, c'est là qu'il manque certains trucs, à mon sens. Le côté très terroriste et très entreprise fait aussi très américain, il y a peu de dénonciation du capitalisme et de ce genre de choses, donc c'est clairement adapté à quelque chose de plus américain et donc d'un peu plus gentillet. Je pense que si c'était un japonais qui avait fait ce film, il aurait pu aller beaucoup plus loin sur certaines questions et sur certains visuels, mais ce n'est pas le cas. Un dernier point du coup, la musique est plutôt pas mal, même si elle ne reste pas spécialement en tête, c'est beaucoup du son bien grave et avec plein de basses, donc c'est pas non plus le truc le plus mélodique du monde, mais il y a une ambiance très zen qui est travaillée dans le film. C'est des sons sourds, mais pas des sons sourds si c'est pour faire classe, mais pour faire classe calme, pas pour faire classe avec d'un seul coup la dubstep qui débarque, la scène d'action à fond et tout le bordel. C'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus zen. Et bien sûr, la musique thème du Ghost in the Shell d'animé revient, c'est celui composé par Kenji Kawai, me semble-t-il. Et donc elle revient à nouveau sur le générique de fin. Il y a un remix au début quand il y a la scène où elle est créée, mais très discret et très léger. On sent pas trop que ça vient de cette musique-là. Et à la fin, ils mettent la musique d'origine pendant le générique de fin. Donc il y a clairement un grand respect de l'œuvre originale et ils essayent vraiment d'en tirer hommage. C'est bien supérieur au gadin qu'on aurait pu attendre. C'est quand même pas ouf. C'était bien qu'il ait été bien adapté, qu'il l'ait fait correctement, qu'il ait respecté le truc. Mais je trouve que finalement, en soi, le film n'apporte pas grand-chose, à part nous évoquer que regardez, il y avait un putain de manga qui est sorti il y a quelques années, et si vous voulez voir un truc super cool, vous pouvez aller regarder le manga. Si vous voulez voir un truc visuellement intéressant, vous pouvez regarder le film. Il y a quelques questions qui sont posées, mais moins que dans l'original. Donc si vous avez vu l'original, il n'apportera pas grand-chose, cette version live action. Si vous ne l'avez pas vu, ça peut être une bonne entrée en matière pour voir si les questions de l'univers vous intéressent. Le film de Mamoru Oshii est bien plus complexe que ça à comprendre. Parce que les films japonais, et surtout ceux de Mamoru Oshii, sont beaucoup dans les non-dits. Le 2, la Innocence, faudrait que je le revoie, mais je l'ai vu quand il venait de sortir, et je n'avais rien pigé à l'époque sur Ghost in the Shell Innocence. Il faudrait que je le revoie récemment. Mais grosso modo, ils sont plus complexes à aborder, les questions sont abordées plus superficiellement. Là, à la fin, il y a même un discours du Major qui dit en fait, voilà ce que ça a prouvé toute cette histoire, et voilà ce que je prouve en existant, etc. Et tu fais, ah, c'est bien, vous mâchez bien le message, dis donc. Au moins, c'est sûr, s'il y a un mec qui a vu le japonais depuis des années et qui l'a toujours pas compris, il va le comprendre d'un coup.
Mais s'il l'avait déjà compris, vous allez vous dire, vous nous prenez un peu pour des cons quand même. Mais c'est vrai que les Japonais sont beaucoup plus dans les non-dits et dans les récits subtils et à comprendre par soi-même. Voilà ce que je pouvais dire de Ghost in the Shell. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!